Le 1er novembre dernier, entrait en vigueur le projet de loi 44 visant à réformer la gouvernance de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser l'électrification. Puis, le 16 novembre dernier, le gouvernement du Québec rendait public le plan pour une économie verte à l'horizon 2030. Comme il s'agit de deux outils majeurs qui guideront notre société pendant les 10 prochaines années, à tout le moins, dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques, nous avons l'honneur d'accueillir le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. Benoît Charette, pour nous en parler. Donc, bonjour, M. le ministre. Bonjour, Madame Lauzon. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de tourner ce balado avec nous. Un plaisir. Vous êtes sûrement satisfait que le projet de loi 44 soit maintenant en vigueur, puis que le plan pour une économie verte que nous attendions depuis longtemps ait été rendu public. Le projet de loi 44 apporte une modification fondamentale dans la lutte au changement climatique en faisant de vous le conseiller du gouvernement sur toute question qui concerne la lutte contre les changements climatiques, puis en vous attribuant aussi le devoir d'assurer la cohérence et la coordination gouvernementale dans la lutte contre les changements climatiques. Comment voyez-vous votre rôle et la collaboration de vos collègues au Conseil des ministres? En fait, l'année 2020 a assurément été bien occupée pour tout le monde, notamment à travers la pandémie, malheureusement, mais aussi au niveau de l'environnement. C'est un dossier qui a bien cheminé. Rappelons-nous, c'est un projet de loi qui avait été déposé à l'automne 2019, consultation en début d'année. Ensuite, pandémie oblige, suspension des travaux, mais une bonne partie de l'été a été consacrée à l'étude article par article là, du projet de loi, ce qui nous a permis naturellement de le bonifier. Et au final, c'est une loi maintenant qui est en vigueur, effectivement, qui vient sensiblement renforcer cette coordination de l'action gouvernementale. Donc, pour le ministre de l'Environnement que je suis, pour celle ou celui qui me succédera, c'est réellement des responsabilités accrues, mais qui en même temps sont emballantes. Chaque ministère peut faire une différence au niveau de la lutte au changement climatique. Chaque ministère n'a pas forcément, par contre, l'expertise pour faire une réelle différence. C'est là où le rôle de coordination devient important. Et surtout, on a rapatrié en quelque sorte la gestion de ce que l'on a appelé longtemps le Fonds vert, qui s'appelle dorénavant le Fonds d'électrification et des changements climatiques. Et on veut que la population du Québec ait confiance en cet outil-là. On a vu trop de nouvelles au cours des dernières années où c'est un fonds qui servait à financer à peu près tout et rien, avec pour résultat très, très peu, sinon pas du tout, de diminution de nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est aussi ce que l'on veut modifier. Donc, il y aura une attention toute particulière portée à cet aspect-là. Mon collègue Jonathan Julien, qui est aussi responsable pardon, de la transition énergétique, aura un rôle à jouer là, de façon très, très intéressante. Donc, à nous deux, avec la collaboration de l'ensemble des ministères, on pourra certainement avoir un impact positif. Et c'est dans cette foulée-là qu'on a présenté, oui, pour le plan pour une économie verte, mais également le plan de mise en œuvre. On pourra certainement en parler dans les prochains instants, mais ce plan-là, sous la coordination du ministère de l'Environnement, est appelé à profiter grandement à notre économie d'une part, mais aussi aider considérablement à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Bien, justement, si on revenait, oui, j'aimerais ça qu'on revienne sur le plan pour une économie verte, connu sous son acronyme, le PEV. Mais si on revenait avant sur le fonds d'électrification, parce que vous avez évoqué ce fonds qui remplace le fonds vert, est-ce que vous avez des idées de projets que vous souhaitez financer dorénavant? Puis comment vous allez vous assurer d'obtenir une reddition de compte détaillée qui va faire état non seulement des sommes dépensées, mais aussi des réductions obtenues et à quel coût la tonne? Effectivement, et c'est ce qui nous permet d'amener aussi le sujet ou d'entrevoir le sujet du plan de mise en œuvre qui a été déposé parce que les deux vont de pair dans les faits. Le plan de mise en œuvre qui a été présenté il y a quelques semaines sera largement, non pas exclusivement, mais largement financé par le Fonds d'électrification et des changements climatiques. On a déjà identifié de façon très précise des mesures. On a pu calculer avec une attention très, très grande les économies en matière d'émissions de gaz à effet de serre que ces mesures-là pourront apporter.
Et bonne nouvelle, c'est qu'on a le financement assuré pour les mettre de l'avant. On parle d'un plan de mise en œuvre là, essentiellement de 6,7 milliards sur les 5 prochaines années. Et en Amérique du Nord, on est les premiers à avoir réussi cette adéquation-là, c'est-à-dire mesures, GES économisées et budget confirmé. Parce que c'est bien beau avoir de grandes idées, de beaux projets, mais si on n'a pas les moyens pour les réaliser, ça demeure des paroles uniquement. Donc, on a cette parfaite adéquation des trois éléments. Et oui, il y aura un suivi à chaque année. D'ailleurs, c'est un des aspects nouveaux de notre démarche. C'est un plan qui sera remis en question, qui sera réévalué, qui sera mis à jour année après année, de sorte que cette fois, on ait les résultats escomptés. Et je reviens un petit peu sur le projet de loi 44. Ce projet de loi amène aussi deux outils de surveillance importants. Le commissaire au développement durable, à travers la vérificatrice générale, aura à chaque année à faire son évaluation de la gestion du fonds. Par le passé, il était libre de le faire, mais pas de façon annuelle. Il l'a fait à quelques reprises, mais sur plusieurs années. Alors là, cette mise à jour, en quelque sorte, sera annuelle. Donc, d'une part, et on a aussi mis sur pied à travers le projet de loi, et ce sera confirmé d'ailleurs dans les prochains jours, un comité scientifique complètement indépendant qui sera là pour conseiller le gouvernement, dont tous les avis seront publics. Donc, à partir du moment où des recommandations sont faites publiquement et que le gouvernement, par exemple, pour une raison qui pourrait lui appartenir, ne les suit pas, bien, il aura à se justifier. Donc, deux outils de contrôle importants qui n'étaient pas présents par le passé et qui risquent de faire changer la donne là, de façon significative. Puis, est-ce que vous venez de parler de votre comité consultatif, votre comité de scientifiques? Est-ce qu'il sera composé exclusivement de scientifiques? En fait, ce que la loi dit, c'est majoritairement de scientifiques, mais ce que l'on souhaite, par contre, c'est que ce soit des scientifiques au niveau des sciences appliquées. On aime beaucoup les théoriciens. Ils ont une pertinence certainement dans le débat, mais on veut que ce soit des gens qui puissent, par leurs conseils, nous aider concrètement à faire une différence. Donc, ce ne seront pas que des spécialistes des changements climatiques. Ça peut être des scientifiques au niveau des procédés industriels, au niveau, bref, pour avoir un portrait de situation qui soit le plus large possible avec une application la plus réelle et concrète possible également. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi stipule que c'est le scientifique en chef et la présidence que le gouvernement nommera normalement dans les prochains jours qui déterminera la composition de ce comité-là. Mais dans tous les cas, ça a été précisé, on veut un comité qui puisse concrètement accompagner le gouvernement du Québec dans ses démarches à travers ses avis et conseils. Donc, on va vous suivre dans les prochains jours si vous annoncez bientôt la composition de votre En comité. fait, l'année 2020 n'est pas terminée encore. Il y a quelques beaux dossiers qui risquent de culminer d'ici la fin de l'année. Alors, on va vous suivre. Le projet de loi 44 a aussi modifié la disposition préliminaire de la loi sur la qualité de l'environnement pour favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation pour répondre à l'urgence climatique. Mais on dit dans une perspective, là j'utilise les guillemets, dans une perspective d'assurer une transition juste pour tous qui tient compte notamment des conséquences environnementales, économiques et sociales. Pouvez-vous nous parler un peu de votre conception de la transition juste? Puis il me semble me souvenir pour avoir lu le plan pour une économie verte, il y a aussi une définition dans le plan. En fait, c'est un concept qui, au cours des dernières années, a pris de l'ampleur, qui est défini de plus en plus autant par la partie patronale que par la partie syndicale comme étant ce passage obligé afin de ne pas brusquer les façons de faire au point où on condamnerait des milliers d'emplois. Moi, ce que je dis régulièrement, il n'y a personne le matin qui, en allant travailler se dit « je m'en vais polluer, c'est mon but ». Ce n'est pas le but de personne. Cependant, il faut le reconnaître, il y a des milliers de personnes, des centaines de milliers en fait au Québec qui travaillent dans des
des industries qui sont dites de grandes émissions de gaz à effet de serre. Donc, il ne faut pas pénaliser ces travailleurs-là. Il faut permettre cette transition de sorte qu'au cours des prochaines années, des prochaines décennies, dans certains cas, on puisse accompagner ces employés, mais également ces entreprises vers de nouvelles façons de faire, vers de nouveaux procédés industriels, vers de nouvelles formations qui permettront à terme à ces employés là, de se réorienter lorsque leurs emplois, par exemple, ne seraient plus requis. Donc, c'est réellement une belle concertation que j'aime entre le milieu patronal et syndical qui, à ce niveau-là, ont une vision relativement commune. Oui, je suis Donc, ça d'accord. leur permet de travailler ensemble et ne pas pénaliser les travailleurs et l'industrie qui actuellement fait face à une transition là, dans ces façons de faire. Donc, c'est bien d'avoir pu codifier en quelque sorte cette volonté, hein, si on peut dire. Le PEF précise aussi, le plan pour une économie verte, que le gouvernement entend prendre un engagement à plus long terme dans le but d'atteindre la carboneutralité à l'horizon 2050. Puis on en entend parler beaucoup en ce moment, hein, de la carboneutralité à l'international, ici aussi au niveau fédéral. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi votre conception de la carboneutralité? Puis est-ce qu'il y aura une annonce ultérieure, comme l'année 2020 n'est pas terminée, sur l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050? Puis est-ce qu'il y aurait comme des cibles, des cibles intermédiaires, comme on a vu dans le projet de loi fédéral, ce qu'on appelle des cibles jalons, là, pour atteindre cet objectif de carboneutralité? En grande primaire, je vous confirme qu'il n'y aura pas de nouveaux éléments à ce niveau-là d'ici la fin de l'année pour la carboneutralité. En fait, vous l'avez bien dit, c'est un jalon en quelque sorte. Nous, la première étape, c'est réellement 2030. Donc, en 2030, on aura ou on devra avoir réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 37,5 par rapport à l'année de référence qui est 1990. Donc, c'est le premier jalon vers la carboneutralité. Mais ensuite, effectivement, il n'est pas dit qu'on n'y travaillera pas avant, bien au contraire, mais ensuite, il faudra y aller de révision de cibles à chaque 5 ans. C'est un autre élément qui est précisé dans le projet de loi 44 d'ailleurs. Donc, à chaque 5 ans, il y aura cet exercice-là de voir comment on progresse pour cette carboneutralité. Et la question m'a souvent été posée ces derniers jours et elle est très, très pertinente. En 2050, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'émissions. Au contraire, toute activité humaine, le simple fait d'avoir de la vie sur Terre, c'est une source d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, en 2050, ce sera encore le cas, sans doute de façon importante. D'ailleurs, ce que l'on dit par contre, c'est que ces émissions-là devront être compensées de sorte que au net, il n'y ait plus de nouvelles sources d'émissions. Ce que ça veut dire, par exemple, c'est oui de les réduire significativement, c'est aussi miser sur de nouvelles technologies qui sont en progression au niveau, dans certains cas, par exemple, de la captation du carbone. Ou pour reprendre une image qui est souvent employée, les arbres, nos forêts, donc à travers plantation d'arbres, on arrive aussi à capter le carbone qui est émis. Donc, la distinction, elle est importante. En 2050, nous produirons encore des gaz à effet de serre, mais on mettra en place sur les 30 années qui nous séparent de cet important objectif différentes mesures là, pour que le bilan au final soit neutre. Et c'est un engagement qui devait être pris par la communauté internationale cet automne à Glasgow dans le cadre d'une COP. Pandémie oblige, le rendez-vous a été naturellement reporté à l'automne prochain, mais on est actuellement là, un petit peu moins de 200 pays et États, dont le Québec, à s'être déjà commis dans cette orientation-là. Donc, c'est réellement une tendance internationale qui est très forte, qui devrait être confirmée l'automne prochain là, à Glasgow. Oui, puis on le voit là, régulièrement encore, il y a toujours des nouveaux pays qui annoncent leurs nouvelles cibles à l'horizon 2050. Le plan de mise en œuvre auquel vous avez référé tantôt, du plan pour une économie verte, prévoit un financement de 3,6 milliards pour le secteur des transports,
afin de l'aider à réduire ses émissions de 5,1 mégatonnes d'équivalent de CO2 d'ici 2026. Puis on semble attendre aussi la même chose de l'industrie, on attend une réduction de 5,1 mégatonnes, mais avec un budget de 750 millions de ce qu'on a pu lire. Qu'est-ce qui explique que le secteur, bon, on sait que le secteur des transports, c'est le secteur qui émet le plus, mais qu'est-ce qui explique que le secteur des transports puisse recevoir, si on peut dire, presque 5 fois plus d'argent que le secteur industriel pour des réductions similaires, alors que le secteur des transports, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il bénéficie d'une technologie de rupture, hein, avec l'électrification, puisque le secteur industriel, lui, n'a plus beaucoup de marge de manœuvre pour réduire ses émissions. Quand c'est possible, oui, on va électrifier, mais c'est pas toujours possible. Donc, peut-on s'attendre à ce que le secteur industriel reçoive une aide plus importante dans le cadre du plan de mise en œuvre? En fait, c'est une très bonne question. C'est vrai que les montants actuellement prévus font une plus grande place au niveau des transports, mais ce n'est pas tant comment l'expliquer. C'est essentiellement pour créer de nouvelles tendances. Je vais le dire comme ça. Donc, on ne finance pas comme tel le changement de procédé industriel. On change davantage le comportement, autant pour les particuliers qui veulent acheter, par exemple, un véhicule électrique, mais dans le plan de mise en œuvre, il y a des sommes colossales qui sont prévues pour permettre, c'est l'industrie aussi, non pas à travers leur procédé industriel, mais à travers leur façon d'opérer. On veut les inciter, ces industries-là, tantôt celles du transport, tantôt celles du camionnage, à changer leur flotte de véhicules. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle de montants considérables. Ça va s'appliquer pour les camions commerciaux, ça va s'appliquer pour tout ce qui est livraison urbaine, ça va s'appliquer également pour les multi-plateformes qui peuvent tantôt être, par exemple, camions de déchets, tantôt camions avec échafaudage, tantôt camions de livraison. La même chose pour les autobus scolaires, les autobus urbains. Donc, c'est pour ça que les sommes sont à ce moment-ci, à tout le moins, plus importantes, parce que chaque société de transport qui, par exemple, s'achètera un véhicule électrique, ce véhicule-là sera largement subventionné. Donc, ça implique des sommes colossales. Ceci dit, pour ce qui est du secteur industriel, là, c'est là où c'est davantage au niveau des procédés industriels eux-mêmes. Donc, ce n'est pas une subvention au changement de comportement, c'est plutôt un accompagnement pour leur permettre là, d'améliorer leur bilan. Les sommes demeurent importantes. Ces sommes-là seront aussi réévaluées à chaque année. Donc, ce n'est pas coulé dans le béton. Bien au contraire, ce sera ajusté d'année en année pour atteindre ultimement notre objectif de 37,5 d'ici l'année 2030. Mais il faut savoir aussi qu'il y a d'autres mesures qui sont en préparation qui devraient accompagner les entreprises et qui pourront représenter pour elles des montants colossaux. On a commencé à évoquer, ce n'est pas encore en vigueur, ça va prendre quelques années, mais on prépare avec vos gens, notamment tout le système de consignes et autres qui devrait faire en sorte qu'à terme, plutôt que de devoir acheter simplement des crédits ou des permis d'émettre en quelque sorte à travers la bourse de carbone, une portion intéressante de ces montants-là pourra être conservée par l'industrie elle-même pour modifier, oui, ses émissions en termes de procédés industriels, mais au niveau de son efficacité énergétique, par exemple. Donc, des entreprises qui n'ont pas ou des industries qui n'ont pas la possibilité de modifier leurs procédés industriels parce que la technologie n'est toujours pas mature à ce niveau-là, pourront quand même récupérer des sommes importantes pour leur efficacité énergétique. Et ça, peu importe le type d'entreprise, au niveau de l'efficacité énergétique, il y a beaucoup de potentiel. Bref, il y a les sommes actuellement prévues dans le PMO, mais il y a aussi plusieurs autres mesures là, qui seront sous peu disponibles et qui devraient représenter des sommes colossales là, pour l'industrie également.
Oui, on a vu entre autres dans le plan pour une économie verte une enveloppe de 90 millions pour lancer un appel à projet dans le cadre d'un défi GES pour les grands émetteurs industriels. Ça va être intéressant de voir là, quel sera ce défi, quelle sorte d'appel à projet ce sera. Oui, tout à fait, tout à fait. Et le plan de mise en œuvre présentait les mesures, mais les programmes qui en découlent ne sont pas encore tous présentés. C'est là où, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, on aura d'autres possibilités là, à offrir là, aux différentes industries, aux différents partenaires interpellés là, par la question là, de la réduction des GES. Merci, on va suivre ça de près. Une autre question que j'ai pour vous, c'est que dans le cadre du plan pour une économie verte, le gouvernement a réitéré l'objectif de favoriser au maximum les réductions réalisées en territoire québécois plutôt que celles réalisées dans l'espace régional Québec-Californie, ce avec quoi on est tout à fait d'accord avec vous. Et d'un autre côté, le PEV réitère également que les réductions au Québec sont quand même assez difficiles à réaliser en raison du fait que nous sommes déjà électrifiés. Hein, nous utilisons à peu près 99 d'électricité propre, puis que notre secteur industriel a déjà fait beaucoup d'efforts de réduction. Donc, comment le PEV réconcilie ces deux objectifs ou énoncés, si je peux dire? C'est une autre question qui est fondamentale. Le plan de mise en œuvre qui a été présenté il y a quelques semaines identifiait 42 du travail à faire. Donc, pour moi, c'est une excellente nouvelle. À 10 jours, à 10 ans, 10 jours, je serais inquiet, mais à 10 ans de l'échéancier, d'avoir identifié et budgété là, déjà 42 du travail à faire, pour moi, c'est très, très encourageant. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire et pour plusieurs industries actuellement, lorsqu'il y a des crédits, lorsqu'il y a des permis d'émettre, je vais appeler ça comme ça, qui sont achetés plus souvent qu'autrement, la solution se trouve du côté californien. Et c'est là où on parle de fuite de capitaux. Donc, c'est une situation qui doit être analysée avec beaucoup, beaucoup de précautions parce qu'on parle de sommes colossales. Donc, dans les prochains mois, pas d'ici la fin de l'année, mais on avance sur plusieurs dossiers. Là. Dans les premiers mois de l'année 2021, on devrait être en mesure de confirmer de nouveaux protocoles pour permettre aux entreprises, plutôt que de se retourner vers la Californie, de se retourner sur des potentiels ou sur des possibilités québécoises. Donc, non seulement ça va favoriser la diminution des émissions en sol québécois, mais ça va aussi permettre d'éviter en grande partie là, le phénomène de fuite de capitaux. Et sans grande surprise, je vous dirais que le premier protocole qui risque d'être annoncé est au niveau de la foresterie. C'est un protocole qui est attendu depuis plusieurs années. Pour des raisons qui m'échappent par moment. C'est un dossier qui n'a pas avancé de façon réelle, mais nous, on y accorde une importance véritable. Et tout indique, là, on en a eu on a eu des discussions encore sur le sujet la semaine dernière. Donc, je suis confiant qu'en début d'année ou dans les premiers mois de l'année 2021, on puisse confirmer ce protocole-là et d'autres protocoles à terme pour permettre aux entreprises québécoises d'investir leurs capitaux au Québec plutôt que de se retourner là, sur notre partenaire là, qui est la Californie. Oui, c'est une excellente initiative, Monsieur le ministre. C'est important, effectivement, qu'on investisse sur le territoire. Ma dernière question, avant de passer à nos questions plus ludiques, c'est que le PEV, Plan pour une économie verte, précise que la transition juste se concrétisera notamment par un accompagnement des secteurs économiques et de la main-d'œuvre pour qu'ils puissent avoir des occasions favorables qui émergent de la transition climatique, puis au besoin, en limiter l'impact sur la compétitivité et l'emploi, ce que vous savez pas, nous sommes bien sûr d'accord. Avez-vous des exemples de mesures qui seront prises à ce sujet pour accompagner les entreprises, les secteurs d'activité? Vous l'avez évoqué un peu tantôt, mais je me demandais si vous aviez un exemple à l'esprit. En fait, tout ce qui est transition énergétique, par exemple, qui était chapeauté avant par Tech, Transition énergétique Québec, je disais auparavant, le changement n'est pas très grand en ce sens qu'on a intégré pour une meilleure coordination puis une meilleure imputabilité cette responsabilité-là
au sein du ministère. Là, je le mentionnais tout à l'heure de mon collègue Jonathan Julien. Donc, tous les programmes, d'ailleurs, le plan d'action de Tech a été intégralement conservé. C'est un plan d'action qui était d'ailleurs apprécié avec des mesures qui pouvaient concrètement répondre aux besoins de l'industrie avec un accompagnement qui était tout aussi apprécié. Donc, tout ce volet-là est maintenu avec des sommes plus importantes que Tech pouvait avoir par le passé. Donc, c'est tout autant au niveau de l'efficacité énergétique, au niveau de la transformation des procédés industriels. Donc, c'est toutes des mesures là, qui étaient déjà très efficaces en matière de réduction de gaz à effet de serre qui sont maintenues. Donc, à ce niveau-là, on ne s'attend pas à de grands changements, sinon des moyens plus importants, des moyens financiers plus importants. Donc, l'excellent travail qui était réalisé auparavant pourra se poursuivre avec sans doute des résultats encore plus probants là, compte tenu des enveloppes plus importantes là, à la disposition des programmes en question. Ça va être fascinant. C'est ce que je dis toujours à mon équipe au bureau, que les 10 prochaines années, entre autres, vont être fascinantes de voir la transformation sûrement de notre société. On termine toujours nos balados, Monsieur le ministre, avec des questions que je dis toujours plus ludiques. Puis on en a 5. Donc, la première, c'est qu'est-ce que vous préférez le plus? Quel mot vous préférez ou quelle expression vous préférez dans le vocabulaire du développement durable? Le mot que je préfère, en fait, développement, tout simplement, c'est aussi bête que ça. Je pense que le PMO, le PEV, constitue la parfaite illustration comme quoi l'environnement permet le développement. Il y a plusieurs groupes ou personnes qui longtemps pouvaient opposer les deux. Certains le font encore entre nous, je dirais, mais pour moi, l'environnement est une excellente occasion de développement différent, on s'entend, parce que les temps changent, mais développement durable, pour moi, c'est du développement. Donc, je retiendrai le mot développement. Je ne suis pas très original, mais c'est le mot qui me vient à l'esprit d'emblée. Très, très belle explication. Quelle est la personne que vous admirez dans le domaine du développement durable? Euh, que j'admire. En fait, on a plusieurs personnes qui ont amené ce discours-là au fil des années. Moi, je vous dirais une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques mois avant la pandémie, qui est l'ancien vice-président des États-Unis, Al Gore. Je pense que de façon très, très concrète, il a pu s'investir avec aussi des alliances qui semblaient inusitées il y a quelques années à peine. Donc, c'est un nom qui me vient en tête, mais il y en a plusieurs. Et ce que je dirais, c'est que de plus en plus de gens du milieu économique aussi prennent de l'importance dans ce débat-là. Donc, j'hésiterais à n'en retenir qu'un seul, mais Al Gore, c'est peut-être une des figures qui m'a, de par son discours très, très pragmatique, très orienté sur les discours, sur les résultats, c'est-à-dire parce qu'au contraire, on en a plusieurs, malheureusement, qui, je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur importance, mais que leur discours demeure à ce point généraux qu'on arrive difficilement à s'accrocher à quelque chose de tangible. Donc, j'aime ceux qui parlent d'environnement et qui ne perdent pas de vue l'ensemble des réalités de la société ou d'un gouvernement, par exemple. Mais Al Gore est certainement une personnalité mondiale qui, au cours des dernières années, a fait une différence en la matière. Oui, il nous a éveillés à plusieurs réalités aussi. Sur une échelle de 1 à 10, où croyez-vous que le Québec en est en développement durable? Et ça, c'est mon côté pragmatique qui parle. Je vous dirais certainement une très, très bonne note, 7 ou 8. Certains groupes aimeraient toujours qu'on en fasse plus, je les comprends. Cependant, à ces groupes-là, j'ai demandé à plusieurs reprises à travers nos communications, puis toujours avec le sourire, permettez-nous
de bénéficier de votre expertise et présentez-nous, par exemple, un budget du gouvernement du Québec qui est parfaitement équilibré et qui répond parfaitement à vos attentes. Et ce budget-là n'existe pas. Donc, les groupes environnementaux qui ont des attentes très, très élevées, non comme lunettes, c'est correct, c'est leur mission, non que leurs lunettes, la perspective environnementale, donc n'ont pas à s'assurer que le système de santé soit adéquatement financé. On parle d'1 milliard par semaine, non pas à s'assurer que le système d'éducation, etc., soit aussi parfaitement à la fine pointe. Donc, malgré les attentes plus élevées de certains groupes, je pense qu'au niveau du continent nord-américain, le Québec fait figure de leader. D'ailleurs, au niveau de nos émissions de gaz à effet de serre, si le Canada et les États-Unis réduisaient là, demain matin 50 de leurs émissions, le Québec serait encore plus bas que la moyenne canadienne et la moyenne américaine actuelle. Donc, certainement leader. Donc, je nous donne une bonne note tout en étant conscient qu'il faut et on peut toujours s'améliorer. Mais au niveau nord-américain, le Québec fait office de leader. Et ce que j'essaie de faire comprendre aux groupes plus militants, c'est qu'on fait partie d'un même système économique, qu'on ne pourrait pas au Québec partir tout seul de son côté, imposer des normes qui seraient autrement plus sévères que les normes actuellement. Et on a les normes les plus sévères au niveau du continent malgré tout. Mais si on devait forcer la note trop fort, ce sont toutes des entreprises, ce sont tous des emplois qui aisément pourraient être déménagés ailleurs au détriment de la santé économique du Québec, au détriment de nos travailleurs et travailleuses. Donc, il faut maintenir cet équilibre-là. Mais malgré tout, une très, très bonne note et sans doute une des meilleures, sinon la meilleure en Amérique du Nord. Oui, puis ça serait au détriment de notre qualité de vie aussi, hein. Aussi, Oui, aussi. donc très bonne note. Puis, quelle est selon vous la plus grande fierté du Québec en développement durable? On peut être fier à plusieurs niveaux. Au niveau de l'électrification des transports, des véhicules, c'est au Québec que se vendent 50 des voitures électriques au Canada. Donc, c'est un mouvement là, qui est bien initié. Mais moi, je profiterais peut-être de la question pour déplorer peut-être une tendance qui a été renforcée ces dernières années. Le discours environnemental ces dernières années a beaucoup été axé sur les réductions de GES. Très important, mais pour moi, c'est un volet parmi tant d'autres. Donc, ceux qui focusent uniquement sur le volet des émissions de gaz à effet de serre perdent de vue l'importance que l'on doit accorder, par exemple, à la qualité de l'air, à la qualité de l'eau, à notre biodiversité. Et là aussi, le Québec peut être très, très fier. Je confirmais d'ailleurs il y a quelques jours des avancées importantes au niveau de la protection de notre territoire. Il y a d'autres nouvelles à ce niveau-là qui seront confirmées dans les prochains jours, les prochaines semaines. On pourrait parler de biodiversité à travers ça, mais on peut parler d'eau, on peut parler... Bref, on a plusieurs éléments là, au niveau québécois. Oui, on a un bon bilan à l'échelle nord-américaine au niveau de nos émissions de gaz à effet de serre, mais on est leader en développement durable à bien d'autres égards également. Oui, je pense qu'effectivement, on a de quoi être fier à plusieurs égards. Quelle est la plante? C'est notre dernière question, Monsieur le ministre. Quelle est la plante ou l'arbre ou l'animal dans lequel vous souhaiteriez vous réincarner Oh. si une telle réalité existe, bien sûr? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est sans doute la question que je ne pouvais anticiper ou que je n'avais pas du tout imaginé. Écoutez, j'aime beaucoup les animaux. Encore une fois, je manque d'originalité, je m'en excuse. Je vous dirais sans doute un chien. Des chiens, c'est essentiellement heureux de nature, c'est très fidèle, ils se satisfont de peu. Donc, oui,
je ne sais pas après combien de vies on peut aspirer à ce statut-là. Pour moi, c'est un statut de béatitude en quelque sorte. Un chien, le maître rentre à la maison, puis c'est déjà pour lui une très grande source de bonheur. Donc, un statut de béatitude comme peuvent le vivre les chiens. C'est Je très beau. dirais. C'est très beau, effectivement. Monsieur le ministre, je vais vous dire merci beaucoup pour cette entrevue généreuse qui a été très instructive aussi. Merci pour votre temps précieux. Puis je vous dis de joyeuses fêtes à vous. Puis aussi, faites attention à vous. Je sais que vous vous déplacez dans vos fonctions, mais faites toujours attention à vous. Effectivement, j'ai toujours un masque à côté de moi. Mais merci pour vos bons vœux. Je vous dirais, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, avec les membres de votre organisation. Je vous partage les mêmes vœux. L'année 2020 a été excessivement difficile pour plusieurs. Donc, il y a un petit temps de repos pour certains là, qui s'offrent à nous là, dans les prochains jours. Donc, pour celles et ceux pour qui c'est possible, je leur souhaite de bien en profiter. Et on va se souhaiter une année 2021 où la COVID sera chose du passé, de la santé, de la prospérité, plein de belles choses, mais toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Un plaisir, une belle fin de journée. À vous aussi.